Salut à tous, on se retrouve sur la chaîne Apprenons la cybersécurité pour continuer à découvrir et approfondir des notions de base en cyber. Alors comme promis dans la vidéo précédente, le sujet du jour, ce sont les échanges entre le client, donc par exemple votre navigateur web, et le serveur. On avait déjà vu que votre navigateur communiquait avec un serveur en respectant un certain nombre de règles, le protocole qui s'appelle HTTP, ou HTTPS pour sa version sécurisée. On avait d'ailleurs parlé du hand-check, donc le serrage de main entre le navigateur et le serveur, qui consistait à s'échanger une clé symétrique dans le but d'établir une connexion sécurisée. Donc ça, c'était le hand-check HTTPS. Et aujourd'hui, on va compléter cette vue macroscopique par un petit topo sur l'architecture des applications web. Parce que si on veut se mettre dans la peau d'un pen tester, donc un pen tester, c'est un hacker éthique, c'est une personne qui va rechercher des failles dans des sites web mais pas dans le but de les exploiter de façon malveillante, plutôt dans le but d'aider les équipes de développeurs à corriger ces failles. Donc si on veut se mettre dans la peau d'un pen tester, la moindre des choses, c'est de savoir comment les applications web sont structurées. Alors évidemment, elles ne sont pas toutes structurées de la même manière, mais quand même, on retrouve un certain nombre de grands standards qui sont souvent utilisés, et c'est cela qu'il faudra avoir en tête. Alors il y a des standards au niveau de l'implémentation, c'est-à-dire du code. Les développeurs s'aident souvent de frameworks qui sont des librairies de composants réutilisables. C'est plus pratique que de redévelopper les composants à chaque fois depuis zéro. Mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo, parce que ça c'est trop orienté dev. Nous, on va plutôt parler de standards au niveau de l'architecture des applications web. Alors allons-y. Donc généralement, les applications web sont divisées en deux parties. On a une partie qui s'appelle le front-end, ou tout simplement le front, qui est en charge du rendu de la page. C'est l'interface entre l'homme et la machine, ou IHM, comme interface homme-machine. Donc c'est la partie qui va gérer tout l'affichage dans le navigateur. Donc par exemple, les formulaires pour saisir les données, les menus déroulants, les boutons, les choses comme ça. Donc généralement, c'est développé en JavaScript et ça permet de générer dynamiquement certains composants qui vont s'afficher dans le navigateur. La deuxième partie, elle va plutôt s'occuper de manipuler les données sur le serveur. C'est ce qu'on appelle le back-end ou tout simplement le back. Alors manipuler, c'est un terme un peu général, ça peut vouloir dire tout et n'importe quoi. Ça peut aller, par exemple, d'appliquer des contrôles pour l'authentification ou de se connecter à une base de données pour y enregistrer des données, pour les lire, les modifier, les supprimer, ou faire des calculs, appliquer des règles métiers. Enfin, ça regroupe tout ce qu'on peut faire avec les données qu'on reçoit du front. Par contre, voilà, côté back, on va travailler sur les données et les traitements, mais on ne va pas impacter directement le rendu dans le navigateur. Ça, c'est le rôle plutôt du front. Alors, le back, habituellement, il est écrit dans les langages de programmation de type PHP ou Java. Bon, il y en a plein d'autres, mais c'est vrai que souvent, on retrouve PHP et Java. Alors, du coup, on peut se dire, OK, on a notre application qui est divisée en deux morceaux, le front et le back. Eh bien, comment ces deux morceaux communiquent? Comment le front appelle le back? Comment le back répond au front? Eh bien, les deux modules vont utiliser ce qu'on appelle une API. C'est l'acronyme de Application Programming Interface. Donc une API, c'est un contrat qui va réguler la communication entre les deux parties. C'est un moyen pour deux logiciels de communiquer de façon contrôlée, standardisée, sécurisée, mais sans connaître les détails d'implémentation de l'autre. Donc le front ne sait pas comment le back fonctionne et le back ne sait pas comment le front fonctionne. Pourtant, ils peuvent communiquer parce que tous les deux respectent le contrat d'interface. Voilà. Alors, dans le monde du web, on va parler souvent d'API REST. Et les caractéristiques de ce genre d'API, c'est donc l'utilisation du protocole HTTP avec les méthodes, alors get, post, patch, delete, il y en a d'autres, comme le put par exemple, on verra ça plus tard. Il faut bien garder en tête que lors d'un échange entre le front et le back, le serveur, il ne garde pas en mémoire l'état du client entre deux requêtes. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va faire une nouvelle requête, il faut repasser toutes les données nécessaires
pour le traitement de la requête. C'est ce qu'on appelle une API REST stateless. Donc l'état n'est pas conservé entre deux requêtes. Ensuite, la requête doit évidemment contenir des éléments d'identification et d'authentification pour que le serveur puisse reconnaître à qui il s'adresse et faire des vérifications pour savoir si celui qui appelle le service a bien le droit de l'appeler. Et d'ailleurs, alors là je parle de service. Qu'est-ce que c'est qu'un service? Un service, c'est un petit morceau de traitement qui s'exécute donc sur le serveur et qui va être exposé via un point d'accès, un endpoint, on va dire en anglais. Le serveur donc expose tous les endpoints disponibles, ce qui permet d'accéder aux services disponibles, et le client, lui, eh bien, il va appeler tel ou tel endpoint en fonction des actions de l'utilisateur dans l'interface. Alors par exemple, l'exemple de la compagnie aérienne, imaginons qu'on a un site web d'une compagnie aérienne. Côté front, on va avoir un formulaire HTML avec différents champs de saisie. Par exemple, un champ de saisie qui permet de saisir l'aéroport de départ, la date de départ, le nombre de personnes, tout ça. Pareil, un champ pour l'arrivée, avec l'aéroport d'arrivée. Et puis un bouton rechercher les vols. Quand l'utilisateur va cliquer sur le bouton rechercher les vols, le front va appeler un service côté back. Par exemple, on peut l'appeler recherche vol. Et ce service, il va traiter les données que le front lui envoie. Alors, par traiter, il peut faire plein de choses. Il va certainement commencer par faire des contrôles. Vérifier par exemple que les dates qui ont été fournies par le front, eh bien, c'est bien des formats dates. Ce n'est pas une chaîne de caractères. Par exemple, on n'a pas mis bonjour dans la date de départ, parce que sinon, ça ne va pas marcher. Il va potentiellement vérifier aussi que la personne qui a cliqué sur le bouton rechercher les vols était bien connectée sur son compte et avait bien le droit d'utiliser cette fonctionnalité. Et puis si tout est OK, eh bien, il va aller interroger la base de données, rechercher les données. Il va formaliser les données trouvées en base dans un certain format qu'on va voir juste après et va les renvoyer au front. Le front, lui, quand il va recevoir la réponse, il va prendre les données du back et il va se charger de les mettre en forme pour les afficher, par exemple, dans un joli tableau pour que ça soit agréable à regarder pour l'utilisateur. Alors, il existe un outil qu'on appelle le Swagger UI qui permet d'exposer tous les endpoints disponibles et de les utiliser, donc d'appeler ces endpoints sans passer par la partie front. Donc ça va être utile pour les développeurs, surtout pour qu'ils puissent tester ce qu'ils ont fait euh, en appelant directement les services du back au travers de cet outil et on verra tout à l'heure un exemple. Alors, j'ai parlé du format de données qui s'échange entre le front et le back. Pour éviter que tout le monde fasse un format à sa sauce, il y a une standardisation et c'est le format JSON. JSON qui signifie JavaScript Object Notation. Alors, c'est un format qui est simple et qui est aussi particulièrement adapté à la manipulation en JavaScript. Alors ça tombe bien puisque le front est écrit en JavaScript, donc comme ça quand il reçoit l'objet du back, eh bien il n'est pas perdu. Alors regardons tout de suite un petit exemple. Un objet JSON, il est entouré par des accolades. Accolade ouvrante, accolade fermante. Donc là, par exemple, tout ça, c'est un objet JSON. Un objet JSON va contenir un certain nombre d'attributs dont le nom est passé entre guillemets et il est séparé de sa valeur par un deux points. Et entre chaque attribut, on va mettre, enfin entre chaque couple attribut-valeur, on va mettre une virgule. Alors la valeur ici, elle peut avoir différents types. Ça peut être un texte, comme ici. Donc là, il faut le mettre entre guillemets. Mais si ça avait été un nombre, comme là, on n'a pas besoin des guillemets. Et qu'est-ce qu'on peut mettre comme valeur? Eh bien, on peut mettre des chaînes de caractères, des nombres, mais aussi on peut mettre des listes ou des tableaux de valeurs. Donc là, les tableaux vont être encadrés par des crochets. Donc là, par exemple, compétences, c'est un tableau de trois valeurs. Pentest, SQL injection et Wireshark. Un attribut peut aussi contenir un sous-objet JSON. Donc par exemple, dernier scan contient le sous-objet qui est défini entre accolades ici, qui lui-même contient deux attributs. On pourrait tout à fait imaginer que récursivement, cet objet contienne encore un autre objet, et encore un autre, et encore un autre, et encore un autre. Ça, c'est tout à fait possible. On peut aussi avoir
ici un tableau, non pas de chaîne de caractères, mais un tableau d'objets. Voilà. Bon, vous verrez, à l'usage, c'est quand même très pratique et assez lisible. Alors, pour illustrer tout ce qu'on vient de dire, je vous propose d'aller sur la plateforme Scilab Security Academy, anciennement PicoCTF, et de faire un petit CTF. Donc, pour accéder à ce site, vous avez l'URL ici, learn.scilabacademy.org. Ensuite, on est dans la partie Learn Challenge Library pour avoir la liste de tous les challenges. Comme d'habitude, on va filtrer sur Web Exploitation. Alors, pour l'instant, on est toujours en niveau de difficulté Easy. Et aujourd'hui, je vous propose d'aller sur le challenge qui s'appelle Head Dump. Alors, allons-y. Donc, bienvenue dans ce challenge. Vous allez explorer une application web et trouver un endpoint, donc un point d'accès, qui expose un fichier contenant le flag caché. Donc cette application est un simple blog où vous pouvez lire des articles sur différents sujets, dont un article à propos des documentations de l'API. Votre but, c'est d'explorer l'application et de trouver le endpoint qui génère les fichiers de log server où se cache le flag. Eh bien, allons-y. Je lance l'instance. Voilà, ça démarre. OK. Et donc, on obtient un lien vers le fameux site. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve ici? Donc, effectivement, ça ressemble à un blog avec différents articles. Bon, on peut cliquer sur rien. About Us, OK. Services. Bon, il n'y a rien d'intéressant ici. Mais par contre, on peut voir que là, il y a quand même un post qui va nous intéresser parce que ça parle donc de l'API Documentation, ce qui était énoncé, ce qui était indiqué dans l'énoncé. On voit qu'on parle de Swagger UI, même si c'est à la ligne. On voit ici qu'on reconnaît les accolades probablement du JSON. Donc ça va nous intéresser. Eh bien, on va aller voir par exemple le Swagger. API Documentation. Ah, voilà, on arrive ici. Donc là, on est sur l'outil Swagger UI. Et comme indiqué tout à l'heure, cet outil va nous présenter tous les endpoints disponibles sur la partie back. Alors en plus de les présenter et de nous y donner accès, l'avantage souvent c'est que ça donne une documentation de ce que fait chaque endpoint, de comment l'utiliser. On va regarder un petit peu. Donc par exemple, ici donc vous reconnaissez les méthodes d'appel, hein, des get, des post, et on a aussi des put, des delete. Donc on va aller tout de suite ici, on va aller récupérer tous les postes. Alors comment on fait? On déplie tout simplement ici et je lui dis try it out, c'est-à-dire je veux essayer. Voilà. Ici il nous indique qu'il n'y a pas de paramètre d'entrée. On verra tout à l'heure qu'il y a des cas où le endpoint demande un paramètre d'entrée. Il nous dit aussi que ça retourne la liste de tous les postes et que ça c'est quand tout se passe bien, c'est-à-dire quand on a un code retour de 100. Il nous indique aussi que la réponse sera formalisée dans le type JSON. Et d'ailleurs, il nous donne un exemple. On reconnaît alors un tableau parce que c'est tous les postes. Donc ça va être un tableau de postes, une liste de postes. Et à l'intérieur de cette liste, on va avoir tous les objets de JSON, un par poste. Bon, là, il se trouve dans l'exemple, il n'y en a qu'un seul, mais on pourrait imaginer une liste avec plusieurs. Et ça, ce sont les attributs du poste. Ça, c'est juste un exemple. Mais si on veut lancer le vrai service, on n'a qu'à cliquer sur Execute. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il va exécuter cette commande-là. On reverra cette commande un peu plus tard, mais en gros, c'est une commande qui permet d'appeler une URL. Donc, on l'appelle en lui disant, bah tiens, je vais utiliser la méthode get. On lui donne bien sûr l'URL en question et on va lui donner des informations dans le header. On verra tout à l'heure qu'on peut aussi passer des datas. Et puis là, donc, on a le code retour. Alors cette fois-ci, c'est plus un exemple, hein, c'est le vrai code retour qu'on a reçu. Et on a la réponse. On voit bien qu'on a un tableau toujours. Mais cette fois-ci, on a deux objets JSON dans ce tableau qui sont séparés par une virgule et on retrouve les attributs. Voilà. Bon, par contre, il n'y a pas le flag ici, alors on va aller voir un autre service.
Alors regardons par exemple le service post, juste pour apprendre. Donc je lui déroule, je lui dis try it out pour essayer. Et vous voyez que là, alors, il nous dit qu'il n'y a pas de paramètres et il nous demande cette fois-ci de saisir des informations. C'est normal quand on veut créer un post, hein, create a new post, donc, il faut bien sûr saisir le post. Donc il faut créer un article avec un titre ici, donc new post, je sais pas, bonjour, le content du new post et l'auteur, bah tiens, on va dire que c'est moi. Et on clique sur exécuter. En faisant ça, ça va envoyer ce petit JSON au back. Le back va le traiter, va l'insérer en base de données et il va nous répondre si c'est OK ou pas OK. Donc là, je regarde la réponse. Alors déjà, on voit que la requête qu'on a fait avec le curl est beaucoup plus compliquée. Puisque donc on retrouve la méthode d'appel, on retrouve l'URL bien sûr, on retrouve que les informations comme quoi on accepte de recevoir du JSON et on envoie du JSON, et après on a les données qui sont un morceau de JSON. On a un code retour, alors la famille des codes 200 quelque chose signifie que tout s'est bien passé. Contrairement aux 400 quelque chose, où là ça veut dire qu'il y a un problème, 500 il y a aussi un problème. D'ailleurs on va essayer de faire des tests en générant des problèmes pour voir si on y arrive. Voilà, et donc il nous dit, bon bah le post a été créé successfully, on est content, dans le cas d'un 201. Alors essayons de générer des problèmes par exemple. Imaginons que je lui envoie rien là, je ne sais pas si ça va créer un problème ou pas. Alors ça crée un problème parce qu'il nous dit que c'est required, donc en fait là il n'envoie même pas au back parce que le Swagger fait un contrôle. Comme cet attribut est obligatoire, on est obligé de le passer. Mais par contre, moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire exprès de mettre n'importe quoi dedans. Qu'est-ce qu'il va faire? Donc là, il essaye de publier cette donnée. Voilà. Et donc là, on a un code 400, un code d'erreur 400. Il nous dit bad request, mauvaise requête. Parce que ce que j'ai passé en paramètre ne correspond pas à ce qu'il attendait par rapport au contrat d'interface pour ce endpoint. Donc là, il m'a jeté. Voilà. Essayons un autre. Alors, on peut lui passer des paramètres sur un get aussi, hein. Par exemple ici, si j'ai envie d'aller chercher le poste numéro 1, eh bien, alors je fais essayer, hein, comme d'habitude. J'ai ce service à disposition qui va faire un get, mais qui va passer en paramètre l'ID du poste qu'on veut aller chercher. Donc par exemple, là, je vais essayer d'aller chercher le numéro 1 et on va voir ce qui se passe. Alors, ici, on a toujours notre curl avec le get, on a le header. Par contre, vous avez vu, il n'y a pas les données dans le header. Tout simplement parce que quand on fait un get, les données, on va les coller plutôt dans l'URL. Et l'ID, on le retrouve ici. Bon, là, tout s'est bien passé, on a un code 200, il a bien trouvé le poste en question. Mais maintenant, imaginons que je lui dise, alors déjà, si je lui mets n'importe quoi, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien voilà, il va me dire qu'il n'a pas trouvé. Il n'a pas trouvé le poste ERTY. Alors il aurait pu faire un contrôle en disant attention, moi j'attends un ID de poste qui doit être un nombre, tu me donnes une chaîne de caractères, c'est pas bon. Bon, là il fait même pas ce contrôle, mais en tout cas, bah, il n'arrive pas à trouver ce poste, c'est normal, il n'existe pas. Et donc j'ai une erreur 404. Alors les erreurs de type 400 quelque chose, c'est qu'il y a une erreur à cause de ce que le client a envoyé. Alors par exemple les erreurs de type 500, c'est qu'il y a une erreur, mais parce que le serveur a rencontré une erreur. Donc si je cherche par exemple cet ID-là, alors j'espère qu'il n'existe pas. Voilà, bon, il n'existe pas non plus. Mais cette fois-ci, c'est bien un nombre. Ok. Bon, on n'a toujours pas trouvé ce qu'on cherchait, mais bon. Alors on peut faire des puts. Les puts, c'est pour faire un update. Donc là, on va à la fois dire, ben moi je veux updater l'ID numéro 1 et ici, je mets la nouvelle valeur dans le JSON. Et puis, sans surprise, le delete, c'est pour effacer. Alors, il nous reste un dernier get, et ça ressemble bien à ce qu'on a vu dans l'énoncé. Donc, on a de bonnes chances de réussir. Alors, pas de paramètres. J'exécute. Ah,
prend un petit peu longtemps. Ok, donc là on a bien fait notre get. Et, et là, on voit que dans la réponse, alors on voit déjà que ça a bien marché, hein, puisqu'on a un code de 100. Et on voit qu'on a un fichier en sortie. Ce qui est assez cohérent avec ce que nous disait l'énoncé, hein, puisqu'il nous disait que un des endpoints va générer un fichier qui est une sorte de dump mémoire. Ok, eh bien je vais le télécharger. Ok, donc tout un tas de contrôles, c'est bien. Voilà, je l'ai ouvert dans un éditeur de texte. Et est-ce que là-dedans, il n'y aurait pas notre flag? Donc Pico CTF. Voilà, il est là. On l'a trouvé. Hop. Donc je le copie et je vais aller le mettre ici pour vérifier que tout est OK. OK, c'est bon. Et bien on a trouvé. Voilà, on a trouvé le flag. Donc on est content. Alors, dans la prochaine vidéo, on commencera à s'attaquer vraiment à la partie serveur. Et sans surprise, c'est là qu'il y a le plus de choses à faire. C'est souvent là que sont la plupart des vulnérabilités. Et on aura plein de nouveautés à découvrir. Ça va être super sympa. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. N'hésitez pas à laisser des commentaires et à vous abonner si vous le souhaitez. Et en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien et vive la cyber.